Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au programme ce soir, les nouveaux pourparlers pour la paix en Ukraine. À partir de ce mercredi, un sommet trilatéral se tenait à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, et personne ne semble nourrir l'espoir de voir naître un compromis. En Libye, le fils de Mouammar Kadhafi, Saïf al-Islam Kadhafi, a à son tour été assassiné par un commando de 4 hommes. 15 ans après l'intervention de l'OTAN et de Nicolas Sarkozy qui a plongé le pays dans le chaos, l'espoir d'une réconciliation nationale s'éloigne encore. Et puis en France, nous évoquerons ensuite un nouveau phénomène dans la sphère politique, les agressions d'élus. Nouvel épisode de négociations sur la guerre en Ukraine. Ce mercredi s'ouvrait la deuxième salve de discussion à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Un rendez-vous qui suscitait peu d'espoir après un regain de tension ces derniers jours. Le point tout de suite. Le concept commence à faire long feu. Le format trilatéral États-Unis, Russie, Ukraine pour discuter de la sortie de crise se réunissait à nouveau pour 2 jours à Abu Dhabi. Un nouvel opus après le rendez-vous de la fin janvier qui avait abouti, comme les précédents, à rien. En réalité, depuis des mois et des mois, les exigences de Vladimir Poutine, à l'avantage sur le terrain militaire, n'ont pas évolué, tout comme celles de Zelensky qui, pour sa part, est à la peine. Les effectifs de combattants ukrainiens sont de plus en plus en tension, avec des désertions nombreuses. Les autorités de Kiev, par la voix du ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, ont ainsi récemment confirmé l'absence de 200 000 militaires environ, sans permission. C'est la première fois que l'Ukraine reconnaît officiellement ses difficultés. Par ailleurs, beaucoup d'hommes éligibles au recrutement auraient fui du pays. L'Ukraine connaît aussi un hiver particulièrement dur et froid et c'est dans ce cadre que Donald Trump avait obtenu de Vladimir Poutine un cessez-le-feu énergétique samedi et dimanche dernier. Depuis lundi, les frappes ont repris de plus belle, mettant ainsi à l'épreuve la population. Arrêtez tout ça, que cela cesse. Je comprends qu'il s'agit d'un jeu auquel se livrent des personnes importantes, mais elles sont tout simplement allées trop loin. Il est temps d'y mettre un terme car les gens sont épuisés. Les gens sont tout simplement fatigués et à bout de force. Mais ils doivent aller travailler tous les jours, effectuer leur travail, et ils commettent des erreurs. Ce qui est stressant pour tout le monde. Je crains que nous devenions tout simplement une nation malade. De quoi comprendre que le soutien populaire ukrainien envers ses dirigeants s'érode à vitesse grand V. Pourtant, Volodymyr Zelensky aurait revu sa copie pour les négociations en exigeant davantage de compromis de la part de Vladimir Poutine. Une aberration sur le plan militaire qui a dû être suggérée lors de la visite de Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, lors de son passage à la Rada, le Parlement ukrainien. Votre sécurité est notre sécurité. Votre paix est notre paix. Et elle doit être juste et durable, avec une Ukraine forte et libre et une Russie consciente que cette réalité perdurera. C'est ce que souhaitent tous les alliés de l'OTAN et c'est ce que mérite l'Ukraine. Un déni de réalité qui nuit aux Ukrainiens depuis mai 2022, date où Boris Johnson a sabordé la paix en promettant la victoire à Zelensky grâce à l'engagement sans faille des néoconservateurs occidentaux. Bientôt 5 ans plus tard, l'Ukraine a payé un lourd tribut démographique. Pour autant, les élites du pays, le président en tête, semblent préférer la continuité de leur charge à l'apaisement réaliste. Près de 15 ans après son père, Mouammar Kadhafi, Saïf al-Islam Kadhafi a été assassiné, tué par un commando de 4 personnes. Un meurtre qui menace d'enterrer les espoirs d'une réconciliation libyenne. Explication d'Édouard Chano. Figure fantomatique, devenue quasi mythique en Libye, le fils de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi, âgé de 53 ans, a été assassiné le 3 février à Zintan. C'est dans un djebel à 160 km au sud-ouest de Tripoli qu'il a été abattu par un commando de 4 hommes alors qu'il était hébergé chez des protecteurs. La photo de son corps ensanglanté à peine dissimulé sous une couverture à l'arrière d'un pick-up a circulé sur les réseaux sociaux. Le chef de la milice de Zintan et son fils ont également été tués dans la fusillade. Les assaillants ont disparu sans laisser de traces, alimentant les spéculations les plus folles à Tripoli et ailleurs. Anas El Gomati, directeur du Sadek Institute, un think tank libyen basé à Tripoli, soulignait sur X que ce crime profite en effet à beaucoup de monde et que le coup de force ne pouvait qu'être le fait d'un commando étranger. 4 agents ont pénétré dans sa résidence sécurisée, l'ont tué, puis ont disparu. Aucun groupe ni faction n'a revendiqué l'opération. Il s'agissait d'une opération d'une précision chirurgicale nécessitant un entraînement d'élite, des connexions
et la mise hors service des caméras de surveillance interne. Seules les agences de renseignement étrangères sont capables d'assurer un tel niveau de sécurité opérationnelle en Libye. Malgré sa réclusion et les séquelles physiques des mauvais traitements subis après 2011 et la révolution dans le pays, Saïf al-Islam restait une menace latente. Banni mais présent dans les esprits, il incarnait pour certains l'espoir d'un retour providentiel dans un pays brisé depuis la chute de son père, fomenté par le temps, notamment par Nicolas Sarkozy au nom de supposés principes démocratiques qui peinent à faire leurs preuves sur le territoire depuis. Saïf al-Islam avait d'ailleurs, en mars 2011, moins de 6 mois avant la mort de son père, dans un entretien accordé à Euronews, exigé de Nicolas Sarkozy le remboursement de l'argent que la Libye lui avait versé pour financer sa campagne électorale de 2007. Une chute qui a de surcroît ensuite poussé à la déstabilisation de la région entière, provoquant des flux migratoires qui étaient jusque-là contenus par Kadhafi, mais aussi la guerre au Mali, les combattants Touaregs à son service ayant fui la Libye pour retourner au Sahel. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi donc, c'est une large part du continent africain qui peine à se stabiliser. La Libye est en effet la première secouée, accusant une véritable dislocation. Deux exécutifs se disputent le pouvoir, le gouvernement d'unité nationale, le GNU, installé à Tripoli, dirigé par Abdelhamid Dbeibah et reconnu par l'ONU, et un exécutif à Benghazi dans l'Est, contrôlé par le maréchal Haftar et ses fils, qui ont étendu leur présence militaire au sud du pays. Malgré un mandat de la Cour pénale internationale et ses condamnations à mort, la candidature surprise de Saïf al-Islam Kadhafi à la présidentielle de 2021 avait révélé l'ampleur de son capital symbolique et la peur qu'il inspirait encore aux tenants du statu quo. Il l'avait alors retiré et sa mort, quelques années plus tard, arrange sans doute les affaires des factions en présence, notamment le clan Haftar à l'est et au sud et les alliés d'Ibrahim Dbeibah à Tripoli. Encore selon Anas Al-Gomati, son assassinat profite à beaucoup. Sa mort survient 48 heures après une rencontre à Paris, organisée sous l'égide des États-Unis entre Saddam Haftar et Ibrahim Dbeibah, les figures influentes de l'Est et de l'Ouest du pays. Les milieux pro-Kadhafi y voient un lien. Le timing soulève des questions. Saïf vivait dans la clandestinité depuis 2017, craignant d'être assassiné. Sa seule apparition publique remonte à novembre 2020, lorsqu'il s'est vu interdire l'accès au tribunal de Sabha par les forces de Haftar en décembre. Il était mieux placé dans les sondages que Haftar, ce qui faisait de lui une menace. Selon l'analyste, le crime profite donc avant tout au maréchal Haftar qui élimine un rival et renforce même la légitimité de ses propres fils. Le statu quo et la division de la Libye bénéficient aussi aux puissances étrangères, Turquie, Russie, Émirats, Arabie, Égypte et États-Unis, qui commercent ou fournissent en armes les nouveaux clans. Désormais, le kadhafisme qui devait réunir les tribus de Cyrénaïque et de Tripolitaine est définitivement enterré. Les élus victimes de violences, les agressions contre les politiques sont fréquentes et signalent le symptôme d'une caste décrédibilisée. Explication de Renaud de Bourleuf. 6 mois de prison avec sursis pour avoir écrasé un œuf sur le crâne d'un responsable politique. 2026, année des élections municipales, commence en fanfare. Au début du mois de janvier, un agriculteur retraité de 74 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Montauban pour son agression du président du RN, Jordan Bardella. 2 mois plus tôt, à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, il lui avait écrasé un œuf sur la tête lors d'une séance de dédicace. Je voulais m'engager, mais bêtement, parce que ça n'a fait pas avancer les choses, finalement. Je regrette parce que, pour Bardella, c'est vrai que c'est un acte violent. Le responsable, décidément énergique, avait déjà été condamné en 2022 pour une agression similaire envers Éric Zemmour. Mais cette histoire d'œuf pourrait n'être qu'un amuse-bouche. En effet, en mai dernier, un rapport du ministère de l'Intérieur s'est penché sur la question des agressions contre les politiques et noté une légère baisse des violences contre les élus en 2024 par rapport à l'année précédente. Mais il faut souligner qu'il y a eu une augmentation du nombre de violences contre les élus entre 2021 et 2023, plus 32% en 2022 avec 2265 faits, puis 15% en 2023 avec 2600 faits par rapport à l'année précédente. Comme si les Français enfermés à domicile en 2020 et 2021 avaient voulu se défouler contre les autorités une fois sortis. Notons que les zones les plus touchées restent l'Île-de-France, le Nord, le Pas-de-Calais et les Bouches-du-Rhône. Alors que l'outrage contre personnes dépositaires de l'autorité publique est répréhensible, une loi du 21 mars 2024 renforce la protection des élus locaux en aggravant les peines en cas de violence, de menaces, de harcèlement ou d'atteinte à la vie privée des titulaires de mandat. Un sujet évoqué lors du dernier congrès des maires, alors que ceux-ci représentent 60% des élus agressés. Ces 6 années ont aussi mis à rude épreuve les maires de France sur le front de la montée des tensions sociales. Ce mandat fut malheureusement celui de l'augmentation des violences contre les élus, qui n'est autre que la partie émergée de l'iceberg des fractures qui sous-tendent notre société tout entière.
Les ministres sont moins exposés, moins en contact avec la population, mais s'ils reçoivent moins de coups, ils sont bien souvent menacés ou insultés. Des faits que les autorités sanctionnent souvent pour en faire des exemples dissuasifs. Macron, on t'emmerde. Et à la réponse que lui, il avait dit qu'il emmerdait les gens. Voilà. On a voté pour lui au départ parce qu'on s'est dit, bon, il faut lui laisser sa chance et tout. Mais on ne savait pas qu'il allait nous emmerder comme ça. Une protestation qui a valu à l'intéressé un stage de citoyenneté. Une bonne rigolade. Le pauvre, je lui dirais avant, j'ai dit, écoute, ton baratin, j'en ai rien à foutre, mais on va se marrer. Pourtant, Emmanuel Macron lui-même disait qu'il ne fallait pas se laisser émouvoir par des questions de forme. Et donc, on peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui paraissent familières, que j'assume totalement. Il avait pourtant moins apprécié la forme de cet événement quelques mois plus tôt. Vite! Oh putain, je l'ai plus là. Allez, venez là. Un petit coup. Une gifle en pleine tête qui avait lancé la recrudescence d'hostilité contre le personnel politique, laquelle pourrait connaître un regain lors des élections municipales de mars prochain. Et à présent, faisons le tour de l'actualité en bref en France. 4 ans de prison, dont un ferme contre Marine Le Pen, et 5 ans d'inéligibilité requis par le parquet général dans le procès sur les attachés parlementaires du Rassemblement national. Contrairement au jugement de première instance, les magistrats n'ont pas demandé l'exécution provisoire de la peine complémentaire d'inéligibilité. Les avocats généraux ont désigné Marine Le Pen comme l'instigatrice centrale du système. Elle aurait signé les contrats, fixé les règles et piloté l'organisation qui aurait détourné 1,4 million d'euros de fonds européens entre 2004 et 2016. Le parquet a balayé la défense de Marine Le Pen qui invoque sa bonne foi et l'ignorance des faits. Pour le Rassemblement national, personne morale, comme pour plusieurs cadres du parti, les réquisitions visent à la confirmation des peines prononcées en première instance. Les avocats du Parlement européen, partie civile, ont dénoncé une trahison de confiance et rejeté l'idée de zone grise juridique. Le délibéré est attendu d'ici l'été 2026 dans un dossier qui continue de peser lourdement sur l'avenir politique de Marine Le Pen. Mais cette décision laissera ouverte la possibilité d'un ultime recours devant la Cour de cassation avant la prochaine présidentielle. Nouvelle agression au couteau dans une école. Mardi après-midi, au collège La Guicharde à Sanary-sur-Mer dans le Var, un élève de 3e, âgé de 14 ans, a porté plusieurs coups de couteau à sa professeure d'art plastique. La victime, âgée de 60 ans, a été hospitalisée dans un état grave avec pronostic vital engagé. Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geoffrey, s'est rendu le soir même à Sanary-sur-Mer. À ce stade, les informations qu'on a font état d'une stabilisation de son état. Elle est sortie du bloc dans un état stable. Il faut être évidemment très prudent sur sa situation. Mais elle est ce soir dans un état stable. Une enquête est en cours. Selon le procureur de Toulon, il n'y a pas de connotation ni religieuse ni politique dans les motivations de l'agresseur. L'élève était suivi par l'aide sociale à l'enfance. Il avait un rendez-vous prévu jeudi avec la protection judiciaire de la jeunesse après 4 mois d'attente. Cette agression au couteau est la 5e recensée dans une école depuis avril 2025. En juin dernier, à Nogent, en Haute-Marne, une surveillante en était morte, tuée par un collégien de 14 ans. Jeffrey Epstein fait-il des émules en France ? Mardi, le parquet de Lille a dévoilé des informations concernant l'enquête sur le viol d'un enfant de 5 ans en février 2025. L'agression aurait eu lieu lors d'un rendez-vous chemsex, une soirée mêlant sexe et consommation de drogue. La fête était organisée par un couple homosexuel qui avait loué un appartement Airbnb dans le Vieux-Lille. Parmi les invités, il y avait un individu venu avec son fils de 5 ans. Le père dit avoir lui aussi subi des viols et agressions sexuelles. Depuis le début de l'enquête, 10 hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire. L'un d'eux s'est suicidé dans sa cellule. Et si vapoter n'était pas vraiment mieux que fumer ? C'est un peu la conclusion que l'on peut tirer après la première étude de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, à partir de plus de 3000 publications scientifiques et industrielles. Pour les experts, le bilan est clair, vapoter présente des risques pour la santé. Cœur, circulation sanguine, système respiratoire, favorisation du cancer, la liste des troubles probables est longue. Toutefois, les données présentées sont encore trop peu nombreuses pour affirmer avec certitude que le vapotage augmente la pression artérielle ou la fréquence cardiaque. Le lien entre cette pratique et les maladies respiratoires chroniques semble en revanche plus évident. Ces effets seraient aussi visibles sur le fœtus des femmes enceintes qui vapoteraient. Reste un problème de mesure difficile à résoudre. Une bonne partie des vapoteurs ont choisi cette pratique comme un dérivatif à la cigarette. Il s'agit donc d'anciens fumeurs dont les conséquences sur la santé peuvent être difficiles à attribuer. Les experts de l'ANSES semblent toutefois sûrs d'une chose, fumer est pire que vapoter. Nous poursuivons avec l'actualité internationale.
Les victimes ont décidément bon dos depuis la publication de plus de 3 millions de documents sur l'affaire Epstein par le département de la justice américain. Les éléments fondent comme neige au soleil. Petit à petit, des éléments sont retirés du site et d'autres caviardés. Certains ont notamment relevé que les recherches sur le mot-clé Rothschild avaient perdu une centaine de résultats. Sans surprise, les autorités justifient cette réalité par les demandes des victimes de préserver leur anonymat, tandis que certains documents laissaient deviner leur identité. L'audience prévue avec les victimes a d'ailleurs été annulée après que la justice a répondu progressivement à leur requête avec un zèle opportun. De son côté, le Congrès a fait savoir qu'il abandonnait les charges contre le couple Clinton, puisque l'ancien président et l'ancienne secrétaire d'État ont désormais accepté d'être auditionnés par une commission parlementaire sur leur lien avec le pédocriminel escroc Jeffrey Epstein. Les auditions seront filmées et une transcription sera également réalisée, ça promet. Benjamin Netanyahou ferme la porte à l'autorité palestinienne. Le Premier ministre israélien a affirmé mardi 3 février que celle-ci ne participera en aucun cas à la gouvernance de Gaza après la guerre. Lors d'une rencontre avec l'émissaire américain Steve Witkoff à Jérusalem, il a réitéré cette position sans ambiguïté, selon un communiqué de son bureau. Israël rejette toute implication, même symbolique, de l'autorité dirigée par Mahmoud Abbas dans l'administration future de l'enclave. Cette déclaration s'inscrit dans le cadre du plan de paix promu par le président américain Donald Trump, qui prévoit une gestion transitoire par un comité de technocrates palestiniens. Netanyahou insiste parallèlement sur le désarmement complet du Hamas et la démilitarisation de Gaza avant toute reconstruction. Cette fin de non-recevoir israélienne accentue les divisions sur l'avenir politique de Gaza, alors que la situation humanitaire reste catastrophique pour plus de 2 millions d'habitants. Un avion de chasse américain a abattu un drone iranien. Ce dernier s'était dangereusement approché d'un porte-avions en mer d'Arabie, selon une vidéo diffusée par l'armée américaine. Cet incident intervient dans un climat déjà tendu entre les deux pays. La veille, l'agence Fars, proche des gardiens de la Révolution, a publié une image satellite de la base aérienne d'Al-Dafra aux Émirats arabes unis. Cette base stratégique, située à seulement 225 km des côtes iraniennes, abrite des Mirage français, des chasseurs et des drones américains, ainsi que des militaires des deux pays alliés. Aucune légende n'accompagne la photo, mais sa diffusion est largement interprétée comme un avertissement ou une démonstration de capacité de renseignement iranien. Emmanuel Macron a réagi en assurant que la vigilance était maximale. Malgré ces 2 épisodes, Washington a confirmé que des discussions avec l'Iran restaient prévues en fin de semaine. Un shutdown plus rapide cette fois. Mardi, aux États-Unis, le président Donald Trump a signé la fin de la paralysie budgétaire, communément appelée shutdown, qui aura duré 3 jours. Le blocage d'une partie de l'administration américaine était dû au désaccord au Congrès sur le financement de l'ICE, la police fédérale de l'immigration. Le sujet a déclenché des tensions après les événements de Minneapolis, mais la Chambre des représentants a adopté son texte budgétaire de justesse. Le shutdown aurait été plus rapide que celui de 2025, qui aura duré 43 jours, le plus long de l'histoire du pays. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Ce soir, à partir de 21h, retrouvez un nouveau numéro de Bistro Liberté consacré à la défense identitaire avec le combattant de MMA, Hugo Némésis. Alors moi, je mène un combat positif. C'est-à-dire, en fait, vous voyez, autour de la table, et d'ailleurs de manière générale, dans on va dire, la dissidence ou la droite, on est beaucoup dans la critique et la dénonciation, ce que j'entends et ce que j'encourage, bien sûr. Mais en réalité, moi, mon travail, il est d'amener en fait sur des sujets positifs, c'est-à-dire inciter les gens à retourner vers le Christ, à faire des enfants. Bien sûr que j'ai un avis sur l'islam, sur le judaïsme, sur le bouddhisme, sur les différentes nationalités qui pullulent dans la France. Heureusement et malheureusement, ça dépend lesquelles, bien sûr. Mais moi, non, mon travail, il est d'être dans la positivité, d'être le père de famille, d'accord, catholique, français, qui se bat pour son pays, pour ses valeurs. Donc en fait, tous ces sujets-là, je les laisse à mes camarades qui sont à côté de moi. Également au programme de votre soirée passé-présent, Guillaume Fiquet reçoit Michel Fauquier pour évoquer les guerres puniques entre Rome et Carthage. Demain, dès 7h, dès 7h, vous pourrez découvrir un nouveau Zoom avec le philosophe Vincent Coussedière qui interroge sur l'incarnation en politique avec son essai Marine Le Pen, comme je l'imaginais. Je pense que les institutions de la Ve République, dans leur esprit,
étaient de très bonnes institutions, y compris le rapport président-premier ministre, mais des institutions taillées pour des gens qui soient à la hauteur, si vous voulez. Et c'est comment le petit-fils du général de Gaulle qui a listé tous les changements de la Constitution qui l'ont complètement défiguré. Donc, si vous voulez, je dis qu'il y a un choix, quoi. Il y a ceux qui vont dire qu'il faut faire une 6e République. Il y a ceux qui vont être dans la continuité de Macron tout en disant qu'ils vont changer plein de choses. Et puis, il y a le scénario que je voyais de Marine Le Pen, c'est de proposer une espèce de révolution conservatrice, d'un retour à l'esprit de la Ve République. Et revenir à cet esprit, c'est aussi par le charisme, c'est aussi par la verticalité, c'est aussi la question de l'autorité qui sera centrale. Et je ne vois pas grand monde dans le personnel politique qui ait cette capacité d'incarner cette autorité. Et voilà, c'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.